Dans notre première leçon de solfège, nous avons évoqué les 11 lignes de la musique, les 7 clés et les clés connexes comme celles de la guitare, du ténor ou du piccolo, solfier le début de l'Ave Maria de Caccini-Vavilov, indiquer l'origine du nom des notes, dénombrer les 88 touches du piano, 7 octaves 7 x 12 plus 4, 3 à gauche en basse, une à droite à l'aigu. Nous avons parlé du do très aigu de soprano, le do 5 appelé le contrut, nommer les silences, montrer le quatuor à cordes, écouter quelques mesures du Miserere d'Allegri et du prélude en do majeur BWV 846 du clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach, expliquer la sixte napolitaine, qu'on trouve par exemple au début du clair de lune de Ludwig van, développer les gammes diatoniques et chromatiques, et définir les altérations accidentelles. C'était un bref tour d'horizon où chaque point devrait être approfondi. J'aborde maintenant une question immédiatement afférente, celle de l'harmonie. Par harmonie, on entend en général la succession des accords. Les accords sont des notes superposées, donc jouées simultanément. Mais en musique classique, il s'agit de la succession des accords à 4 voix. Ça n'a donc rien à voir avec le fait de faire se succéder même mélodieusement des accords sur une guitare ou un piano. Dans une chanson, par exemple, on a la mélodie. C'est une lecture horizontale de la musique par opposition à l'harmonie qui est une lecture verticale. Les paroles, chaque syllabe doit correspondre à une note. C'est ce qu'on appelle respecter la prosodie, sinon ça se bouscule au portillon. Dans les opéras, les requiems, les messes, les oratorios, le compositeur doit s'efforcer de respecter la prosodie. Une syllabe peut certes se prolonger par répétition sur plusieurs notes, dans de savantes vocalises, mais plusieurs syllabes sur une seule note sont inconcevables. Et vous avez les accords à jouer au piano ou à la guitare. Les notes de la gamme, et donc le nom des accords, par une convention essentiellement occidentale, commencent à partir du La par la lettre A. Donc G signifie sol, c'est-à-dire sol majeur, le mineur est indiqué par un petit m. D7 signifie Ré septième, ce qui signifie qu'on rajoute la septième par rapport au Ré, c'est-à-dire un Do. Plutôt que de compter 7 à partir du Ré, on compte -1, on recule d'une note, ce qui revient au même. Donc Ré septième signifie Ré majeur, auquel on ajoute la septième, c'est-à-dire un Do. Il y a 4 métiers différents, ou 4 disciplines bien distinctes dans la chanson. Premièrement la mélodie, deuxièmement les paroles, troisièmement l'harmonie. L'harmonie, c'est-à-dire la recherche des accords à appliquer à certaines notes, c'est une lecture verticale de la musique. Et enfin, quatrièmement, l'arrangement. C'est-à-dire l'orchestration avec l'ajout d'une introduction et d'une coda. La coda, c'est-à-dire des mesures conclusives du morceau qui sont en général un résumé du thème principal qui clôture le tout. Une chanson est une sorte d'opéra miniature de quelques minutes. C'est son aspect fulgurant qui procède par éclair qui plaît tant au public. Donc, 4 domaines bien séparés, mélodie, parole, harmonie, arrangement. Ensuite, il y a l'interprète, mais je voulais parler de la création de l'œuvre en tant que telle. Cela dit, on appelle harmonie en musique classique l'écriture à 4 voix. Basse, ténor, alto, soprano. Basse ténor pour les voix masculines, alto soprano pour les voix féminines. Les voix féminines sont à l'octave supérieure par rapport aux voix masculines. Donc on voit toute l'ambiguïté du mot harmonie, car harmoniser une chanson ou un thème musical, c'est-à-dire trouver les accords correspondants possibles, n'a rien à voir avec une écriture à 4 voix. On n'a pas besoin de savoir écrire à 4 voix pour harmoniser une mélodie. Les compositeurs de variété et de jazz n'ont jamais étudié l'écriture harmonique à 4 voix, qui ne leur aurait été d'aucune utilité dans leur art. Eh bien malin celui qui pourrait leur reprocher une fausse note, tout le monde voit bien que c'est parfaitement harmonieux. Pour la comptine à la Clairefontaine, par exemple, on voit que pour le début on a 3 accords, sol, ré septième et mi mineur. C'est une des façons d'harmoniser cette mélodie, ce qui donnerait en guitare 3 doigtés, par exemple ceci, qu'on jouera comme on voudra, soit en plaquant les accords, soit en les arpégeant. Précisons qu'un accord parfait se constitue de 3 notes, la tonique, la tierce et la quinte.
L'accord de sol majeur se compose de la tonique sol, la tierce si et la quinte ré, ce qui donne sol si ré superposé, donc joué simultanément. On dit que l'accord est à l'état fondamental quand la basse donne son nom à l'accord. La basse est ici un sol et l'accord est un accord de sol. En guitare, cet accord peut se jouer sur 6 cordes, mais alors certaines notes sont répétées car l'accord n'a que 3 notes, sol, si, ré, ce qui donne à partir des basses sol, si, ré, sol, si, sol. On a donc 3 fois la tonique sol, 2 fois la tierce si et une fois la quinte ré. Les doublures sont obligatoires si l'on veut jouer plus de 3 notes simultanément. Vous voyez que quand un orchestre envoie un accord parfait dans une symphonie ou autre, il n'y a en réalité que 3 notes émises, à des octaves différentes. La tonique, la tierce et la quinte. On le voit par exemple avec le début de la 31e symphonie en ré majeur de Mozart entendue il y a quelques instants. Dans le premier accord en ré majeur qui assoit ou affirme la tonalité du morceau, tous les instruments jouent la tonique ré, sauf les clarinettes et les hautbois qui jouent la tierce fa dièse et la quinte la, le tout formant l'accord de ré majeur qui pourrait être agencé tout autrement. C'est le choix spécifique d'Amadée de l'avoir distribué de cette façon. En tout état de cause, aucune autre note que la tonique ré, la tierce fa dièse et la quinte la ne peut être émise. Sinon l'accord ne serait plus un ré majeur. Les accords sont des superpositions de tierces. À partir du do, par exemple, on a 7 accords sur la base de notes naturelles, c'est-à-dire les touches blanches du piano. Do majeur, ré mineur, mi mineur, fa majeur, sol majeur, l'accord précédemment rencontré avec sol si ré, la mineur, et le 7e degré est ce qu'on appelle une quinte diminuée. Si la tierce basse est majeure, c'est-à-dire s'il y a 2 tons entre la tonique et la tierce, l'accord est majeur, c'est le cas du do, du fa et du sol. Si la tierce est mineure, c'est-à-dire s'il y a 1 ton et demi entre la tonique et la tierce, c'est un accord mineur, c'est le cas du ré, du mi et du la. Si les 2 tierces sont mineures, c'est une quinte diminuée, c'est le cas du 7e degré. Les 7 degrés s'appellent dans l'ordre tonique, sustonique, médiante, sous-dominante, dominante, sus-dominante, sensible. Par où l'on voit que le cours d'harmonie est souvent plus un cours de vocabulaire pour nommer les choses qu'un cours de musique à proprement parler. On donne des noms aux éléments, par exemple les accords mineurs et majeurs, les ajouts, les 7e, les 9e, les 11e, les 13e, les intervalles de seconde, tierces, quartes et ainsi de suite, les renversements quand les notes sont dans un ordre différent, les tempi, etc. Toute la musique classique est basée sur une seule note appelée la sensible. C'est la note qui se trouve à un demi-ton en dessous de la tonique. Elle est donc attirée par cette tonique vers laquelle elle tend naturellement. Prenons le premier prélude en do majeur du premier cahier du clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach. Les 4 premiers accords, ici arpégés, sont un bref résumé de toute la musique classique. Avant la sensible, les 2 premiers accords. Pendant la sensible, le 3e accord. Et après la sensible ou résolution de la sensible. En do majeur, la sensible c'est le si, à un demi-ton par définition de la tonique ici do. Le si en basse se résout en do à la mesure suivante. Le premier accord est un do majeur, do mi sol do mi sol do mi, puis même chose do mi sol do mi sol do mi. On a donc les 3 notes do mi sol de l'accord de do majeur. Le deuxième accord est ambigu, do ré la ré fa, puis même chose do ré la ré fa. Les 4 notes sont ré la fa do, c'est un mélange de ré mineur et de fa majeur. À partir d'un accord de ré mineur, ré, fa, la, si l'on ajoute la 7e do, on obtient ré la fa do, soit ré mineur 7e. Si l'on part du fa majeur, fa la do, et qu'on ajoute la 6e, fa la do ré, on obtient le même accord. Il suffit de positionner le ré à l'octave inférieure pour obtenir les 4 mêmes notes ré, fa, la, do. Ce qui se joue ainsi en guitare, ré, la, do, fa. Le 3e accord est la 7e de dominante, et plus précisément le premier renversement de la 7e de dominante.
Un accord est dit à l'état fondamental quand sa base porte son nom. Ici, on a un accord de Do majeur avec ses trois notes Do, Mi, Sol, tonique, tierce, quinte. Il est à l'état fondamental car la tonique Do est à la basse. Il est noté 5-3 en harmonie classique ou 5 tout court. 5 tout court parce que s'il y a la quinte, il y a forcément la tierce. Si nous prenons le Do en basse et l'installons à l'octave supérieure, on obtient ce qu'on appelle le premier renversement. L'accord est toujours le même puisqu'on a les mêmes notes Do, Mi, Sol, mais présentées dans un ordre différent. Il est chiffré 3-6 en harmonie ou 6 tout court. C'est ce qu'on appelle un accord de sixte. Ce n'est plus la tonique Do qui est à la basse, mais la tierce Mi. On l'appelle sixte parce qu'il y a 6 tons entre la basse Mi et la tonique Do à l'aigu. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si maintenant on renverse l'accord de sixte en positionnant la basse Mi à l'octave supérieure, on obtient le deuxième renversement. Il est noté 4-6 en harmonie classique. On l'appelle accord de quartet sixte. Donc accord à l'état fondamental noté 5, premier renversement ou sixte noté 6, deuxième renversement ou quartet sixte noté 4-6. D'une manière générale, un accord de n notes à n états en fonction de sa base et n-1 renversement. À partir du Do en position fondamentale, donc Do Mi Sol avec Do en basse. La dominante est le cinquième degré, donc Sol majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, 1, 2, 3, 4, 5, cinquième degré. On peut écrire cet accord à l'octave inférieure, ce serait la même chose, c'est-à-dire un accord de dominante à l'état fondamental Sol tiré. Si l'on rajoute la septième à cet accord de dominante, on obtient ce qu'on appelle la septième de dominante Sol si Ré Fa. La septième, c'est donc le Fa qui a été ajouté à Sol si Ré. Si maintenant on renverse cet accord en mettant la basse Sol à l'octave supérieure, on obtient le premier renversement de la septième de dominante. Dans le très beau film américain Boy Choir, qui date de 2014, intitulé Le Virtuose dans sa talentueuse version française, Fernando au piano apprend les accords à son camarade Stett, qui trouve déjà que c'est la septième de dominante. Il se rapproche de la solution. Mais Fernando le corrige et lui dit en riant « Premier renversement de la septième de dominante ». Cela signifie que la basse n'est pas le Sol, mais la tierce, c'est-à-dire le Si, Sol, La, Si, qui est la sensible. C'est la sensible Si qui est à la basse dans le premier renversement de la septième de dominante. Voici comment on chiffre classiquement ces accords. 5 pour les accords parfaits. On peut tout aussi bien ne rien noter du tout. La basse seule avec rien du tout indique un accord parfait. Donc 5, 3, 5 ou rien, c'est pareil. Ici Do majeur et 2 fois Sol majeur. La septième de dominante est notée plus 7, qui est la simplification de plus 3, 5, 7. Le plus indique la sensible. Cela signifie que la sensible c'est la tierce, soit le Si. Et 7 indique évidemment qu'on ajoute la septième par rapport à la basse Sol, c'est-à-dire un Fa. Le premier renversement de la septième de dominante se note 5 barré 6. 5 barré signifie quinte diminuée. Entre la basse Si et le Fa, c'est une quinte diminuée. Le 6 indique une sixte entre le Si et le Sol, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 barré 6, c'est la simplification de 3, 5 barré 6, comme d'habitude on nommait la tierce. On le nomme parfois accord de sixte et de quinte barrée. Donc le troisième accord du premier prélude BWV 846 du clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach est le premier renversement de l'accord de septième de dominante. La sensible est à la basse, elle se résout en Do à l'accord suivant. L'harmonie classique renvoie, comme nous le disions, à l'écriture à 4 voix humaines, basse ténor pour les hommes, alto soprano à l'octave supérieure pour les femmes. C'est un exercice difficile et aussi, disons-le, inutile dans les faits, car le seul cas où il faudrait harmoniser à 4 voix un thème musical serait l'arrivée d'une chorale à 4 voix, ou de 4 vocalistes solistes à qui il faudrait donner une partition vocalement appropriée. Pour un chanteur ou un instrumentiste qui vient interpréter la mélodie, il suffit de jouer les accords en mesure, d'une manière ou d'une autre, en les plaquant, en les arpégeant, en les rythmant savamment, comme on l'entend en permanence dans la variété, où à aucun moment les compositeurs ne se sont posé la question de l'écriture à 4 voix. Il faut en premier lieu respecter les tessitures de chacune des voix. Fa, Ré, Do, La, aussi bien pour les basses que pour les aigus, du Fa au Ré pour la voix homme basse,
du do au la pour la voix homme aiguë, du fa au ré pour la voix femme basse. La voix féminine basse est à l'octave supérieure par rapport à la voix masculine basse, du do au la pour la voix femme aiguë. La voix de soprano étant à l'octave supérieure par rapport au ténor. Le ténor s'écrit avec une fausse clé de sol. C'est une clé de sol à l'octave inférieure, comme en guitare classique. En son réel, le ténor va du do au milieu de la clé de fa, au la au milieu de la clé de sol. En son réel, les 4 tessitures sont fa, ré, do, la, fa, ré, do, la. Notez que la guitare englobe en totalité les 4 voix humaines, puisque sa tessiture va du mi au si, mi en dessous du fa de la basse, et si au-dessus du la du soprano. La guitare épouse ainsi tous les registres vocaux des graves aux aigus. Prenons un exemple simple d'exercice. On écrit en basse 2 notes, do et ré. Comme on ne précise rien, il s'agit d'accords parfaits, donc do majeur suivi de ré mineur. On a vu précédemment que le premier degré est naturellement majeur et le second naturellement mineur. Naturellement, ce qui signifie n'utilisant que les touches blanches du piano, sans altération, ni dièse ni bémol. Il s'agit donc de positionner les 6 notes restantes pour une harmonie parfaite. Les 3 notes du do majeur sont do mi sol, on a déjà un do en basse. On peut choisir par exemple sol pour le ténor, do pour l'alto et mi pour le soprano. Il y a donc une doublure, on a do à l'alto et à la basse. C'est mathématiquement obligatoire puisqu'on n'a que 3 notes pour 4 voix. On a donc écrit ici l'accord de do majeur. Ce n'est pas la seule solution, il en existe bien d'autres. On a essayé d'espacer les notes, sinon elles sont plus difficiles à mouvoir car les croisements sont interdits. En position piano, voilà ce que ça donnerait. Do, sol, do, mi, basse, ténor, alto, soprano. Il reste 3 notes à placer. Que peut devenir le sol du ténor? Il ne peut pas devenir la car il y aurait des quintes successives entre la basse et le ténor. C'est là une loi fondamentale de l'harmonie classique à 4 voix. Interdiction des octaves et des quintes successives. C'était autorisé dans le style médiéval, ce qui donne ces sonorités si particulières de l'époque, mais le critérium de l'esthétique a changé. Ce sont ensuite les tierces et leur renversement les sixtes qui ont été à l'honneur. Donc le sol aura tendance à descendre au fa. Il est logique de trouver une note d'évolution assez proche. On privilégie logiquement ce qu'on appelle mouvement conjoint. Mouvement conjoint, c'est-à-dire note immédiatement suivante ou précédente, par opposition à mouvement disjoint où l'on saute à une note plus éloignée. On a donc déjà ré fa, les 3 notes du ré mineur sont ré fa la. Que peut devenir le do de l'alto? Il ne peut pas devenir ré, sinon il y aurait des octaves successives entre l'alto et la basse. Le do de l'alto ne peut pas non plus devenir fa, sinon l'alto surpasserait le soprano. On risquerait alors un croisement des voix ou ce qu'on appelle un mouvement direct prononcé, c'est-à-dire une mélodie sous-jacente, ici mi-fa, chantée à 2. Dans ce cas, le mi du soprano n'aurait pas de solution. Donc le do de l'alto doit descendre au la, ce qui nous donne déjà nos 3 notes de l'accord de ré mineur, ré, fa, la. Le mi du soprano a le choix, ça arrive. Il peut aussi bien monter au fa que descendre au ré, sans faute d'harmonie. Dans les 2 cas, on a un effet d'octave avec une autre voix, mais cet inconvénient est protégé, donc toléré dans l'harmonie classique par les mouvements conjoints. Puisqu'on passe du mi au ré au soprano, le mouvement conjoint, c'est la note immédiatement suivante dans la gamme en montant ou en descendant. Et l'on a double mouvement conjoint puisqu'on passe du do au ré à la basse. En plus par mouvement contraire, le soprano qui descend et la basse qui monte. Il y a beaucoup moins de fautes d'harmonie possibles avec des mouvements contraires. Le mouvement conjoint surtout à l'aigu est ce qui supprime la faute d'harmonie. Sinon il y a une erreur qu'on appelle octave directe. Par exemple, si le mi du soprano montait au la, on aurait une octave directe avec l'alto. Le mouvement disjoint à l'aigu rend fautive cette écriture. Donc le soprano peut descendre au ré sans inconvénient, on vient de le voir. Il peut également monter au fa. L'effet d'octave avec le ténor n'est pas fautif, du fait du mouvement conjoint à l'aigu. Mi-fa au soprano. On a d'ailleurs comme tout à l'heure double mouvement conjoint à l'aigu et au grave, et mouvement contraire, une voix qui descend et une voix qui monte. Les effets d'octave sont interdits par mouvement disjoint.
Le mouvement conjoint, surtout à l'aigu et surtout par demi-ton, vient adoucir la doublure, et est donc admise à ce titre en harmonie classique. En position piano, cela donnerait ceci: Ré, Fa, La, Fa. Avec doublure de la tierce Fa, ou Ré, La, Fa, Ré. Si l'on préfère doubler la tonique Ré, les deux sont acceptables. Il existe bien d'autres solutions en fonction de la configuration qu'on choisit au départ pour l'accord de Do. Si l'on espace suffisamment les notes, on arrive presque toujours à une possibilité. Sinon c'est un cul-de-sac, aucune solution n'est envisageable et il faut recommencer. C'est un exercice qui relève plus de la mathématique ou de la combinatoire que de la musique. D'ailleurs, on pourrait envisager un programme informatique qui calcule toutes les combinaisons possibles sans faute d'harmonie pour une base donnée ou un champ donné. On peut agencer le Do majeur autrement, par exemple Do au ténor, à l'octave supérieure par rapport à la basse, Sol à l'alto et Mi au soprano. Ça ne change pas grand-chose, les voix vont devoir évoluer de la même façon que précédemment, car on va rencontrer les mêmes impossibilités. Le Do du ténor va descendre au La, le Sol de l'alto descend au Fa, et le Mi du soprano descend au Ré. Il pourrait d'ailleurs monter au Fa comme tout à l'heure. Les voix sont disposées autrement, mais leurs résolutions sont identiques. En disposition piano, cela donne ceci. Voici une autre solution. Mi Ré ou Mi Fa au ténor, toujours cette double possibilité pour le Mi, Sol Fa à l'alto et Do La au soprano. Voici côte à côte les trois solutions proposées, il y en a bien d'autres c'est sûr. En principe, dans la résolution d'une basse donnée, on place en premier le soprano qui va devenir le chant. On choisit une première note possible et sa hauteur qui vont influencer tout le reste, mais cela implique souvent d'avoir déjà une petite idée pour les voix intermédiaires. Et réciproquement, pour un chant donné, on positionne en premier les basses qui vont asseoir la tonalité. Nous avons brièvement vu les trois chiffrages de l'accord parfait, l'état fondamental, l'état de sixte et celui de quartet sixte, en fonction de sa basse, respectivement tonique, tierce, quinte. En notation standard, on note 5 l'accord parfait à l'état fondamental, 6 la sixte et 4-6 la quartet sixte. On parle d'état en fonction de la basse pour ne pas confondre avec la position ou la configuration ou l'agencement, c'est-à-dire la façon dont ces notes seront positionnées dans la réalisation à 4 voix, avec ici par exemple forcément une doublure puisqu'il n'y a que 3 notes. Il faut bien comprendre que c'est la basse qui est chiffrée. Ici nous montrons la signification par rapport à la basse chiffrée. Voici la basse chiffrée et sa signification associée. Une basse chiffrée 5 signifie l'état fondamental. Une basse chiffrée 6 signifie premier renversement, la tierce est à la basse. Une basse chiffrée 4-6 signifie deuxième renversement, la quinte est à la basse. Les basses chiffrées permettaient aux musiciens d'accompagner au clavecin par exemple, quasiment au pied levé, un soliste ou une formation. À partir de la basse et de son chiffrage, ils en déduisent toutes les notes de l'accord qu'ils jouent à leur convenance. Ça correspond en notation moderne aux accords qu'on trouve au-dessus des portées de chansons ou de mélodies de jazz. Mais la basse chiffrée est beaucoup plus précise puisqu'elle indique l'état de l'accord. C'est-à-dire, par définition de basse chiffrée, sa basse à laquelle on adjoint des notes plus aiguës déduites de son chiffrage. Voici les 4 chiffrages de ce qu'on appelle les septièmes d'espèce. On appelle ainsi toutes les septièmes à l'exception de la septième de dominante qui a un chiffrage particulier. Dans le prélude en Do majeur BWV 846 déjà évoqué du clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach, c'est le cas du deuxième accord qui est un Ré mineur septième. La septième est annoncée dans l'accord précédent puisque c'est la basse qui se maintient en Do. À l'état fondamental, il se note simplement 7. État fondamental, donc la basse donne son nom à l'accord. Ici la basse est un Ré, donc l'accord est un accord de Ré septième. On l'appelle accord de septième sans autre précision, 7 étant la simplification de 3-5-7. Le premier renversement se note 5-6, la tierce est à la basse. On l'appelle logiquement accord de quintet sixte. Le deuxième renversement se note 3-4, accord de tierce écarte, la quinte est à la basse.
Et le troisième renversement se note simplement 2, c'est un accord de seconde. 2 étant la simplification de 2, 4, 6, la septième est à la basse. Voici les 4 chiffrages du cas particulier de la septième de dominante. Son statut est particulier car il contient la sensible, notée plus. Le plus n'apparaît pas dans le premier renversement car la sensible est à la basse. Les chiffrages n'expriment jamais la basse, ils rajoutent des notes plus aiguës à cette basse. Tous les chiffres se conçoivent vers l'aigu par rapport au 1 sous-entendu de la basse écrite. Donc la septième de dominante à l'état fondamental se note plus 7. On peut l'appeler accord de sensible et septième. Plus signifie plus 3, la sensible est à la tierce. Plus 7 qui est la simplification de plus 3, 5, 7. Le premier renversement tierce à la basse se note 5 barré 6. 5 barré signifie quinte diminuée, accord de quinte diminuée et sixte. Le deuxième renversement quinte à la basse se note plus 6, accord de sixte sensible. Donc la sensible sera la sixième note à partir de la basse, ré, mi, fa, sol, la, si, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et enfin, troisième renversement, accord de quarte sensible, la septième est à la basse. Fa, sol, la, si, 1, 2, 3, 4. Il existe bien d'autres chiffrages qui ont leur spécificité dans les enchaînements et les résolutions. C'est une notation ancienne qui s'est maintenue dans les études modernes. On la retrouve dans bien des partitions classiques, par exemple ici le magnifique Stabat Mater de Pergolesi. Le violoncelle et la contrebasse jouent la basse écrite et l'orgue peut compléter par les harmonies chiffrées. Stabat Mater dolorosa, la mère se tenait debout tout en douleur. Juxta crocem à côté de la croix, lacrimosa en larmes. Dum pendebat filius, littéralement pendant que son fils pendait, c'est-à-dire subissait la torture de la crucifixion. Dans un Stabat Mater comme dans un requiem, les paroles latines sont fixes, c'est au musicien à les mettre en musique. Créons par exemple la basse chiffrée du début du prélude en do majeur de Johann Sebastian Bach dont nous avons parlé précédemment. Le premier accord est un do majeur à l'état fondamental, ce qui se note do en basse, chiffré 5. Le deuxième accord est le troisième renversement du ré mineur septième, c'est-à-dire le troisième renversement d'une septième d'espèce. Il se chiffre 2. Dans le tableau des accords, il se trouve ici. Septième d'espèce, troisième renversement, la septième est à la basse. Nous l'avons également brièvement abordé précédemment. Le troisième accord est le premier renversement de la septième de dominante. Il se note 5 barré 6, accord de quinte diminuée et sixte. Il se situe ici dans le tableau. Septième de dominante, premier renversement, c'est la sensible qui est à la basse et la sensible c'est la tierce. Nous l'avons expliqué il y a quelques instants. Et enfin, retour à la tonique à l'état fondamental. Une des aberrations dans les exigences d'écriture harmonique à 4 voix est par exemple visible dans la résolution de la septième de dominante à l'état fondamental vers la tonique également à l'état fondamental. C'est ce qu'on appelle une cadence parfaite, ce qui revient à résoudre la basse donnée Sol-Do dans une tonalité de Do majeur. Le Sol en basse est alors chiffré plus 7 dans cet exercice, septième de dominante à l'état fondamental, et le Do en basse 5, accord parfait à l'état fondamental. Dans ce schéma classique où la basse Sol-Do est donnée, ainsi que les chiffrages plus 7 et 5, la septième de dominante a deux mouvements obligés. Premièrement, la sensible doit se résoudre vers la tonique, donc Si-Do forcé, et deuxièmement, la septième doit descendre, et donc Fa-Mi forcé. Deux mouvements obligés, la sensible monte et la septième descend. Dans cette représentation, je n'écris que le nom des notes et leur lien comme concept. Dans ces conditions, on aimerait pouvoir faire évoluer le Ré vers le Sol, ce qui serait idéal pour que toutes les notes soient entendues. Mais c'est impossible, car il y aurait des quintes successives avec la basse. Le Ré ferait une quinte avec la basse Sol, Sol, La, Si, Do, Ré, 1, 2, 3, 4, 5, et le Sol ferait une quinte avec la basse Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, soit le Ré se résout en Mi et l'on a 2 fois Do et 2 fois Mi, soit le Ré se résout en Do et l'on a 3 fois Do et 1 fois Mi.
Dans les deux cas, l'accord de tonique de résolution est incomplet, puisqu'il est privé de sa quinte sol. Sinon, on sacrifie la quinte de la septième de dominante, et son sol se maintient dans l'accord de tonique qui est alors complet. Il en résulte que l'un des deux accords doit être amputé de sa quinte. S'il n'y a pas de septième, si c'est simplement une dominante et non une septième de dominante, le problème disparaît car le ré va au mi et toutes les notes y sont. Dans ces exemples corrects en position piano de disposition des notes, il suffit de remplacer fa par ré et ce sera juste. Fa mi deviendra ré mi. Mais ce serait la résolution d'une dominante et non d'une septième de dominante. Dans les trois réalisations proposées, ici en disposition piano, l'algorithme de résolution est le même si l'on veut les trois notes do mi sol de tonique. Sol do à la basse, c'est une basse chiffrée donnée donc on n'a pas le choix. Deux mouvements obligés, la sensible qui monte, si do, et la septième qui descend, fa mi, et le maintien du sol qui sacrifie la quinte ré de la septième de dominante, ce qui permet donc d'avoir ce sol quinte de tonique de résolution. Le compositeur devra choisir le soprano, la voix aiguë de chant, en fonction du contexte musical. Soit maintenir le sol à l'aigu, de façon quasiment tautologique, la tonique de la quinte devient la quinte de la tonique, soit résoudre la septième fa mi à l'aigu, soit résoudre la sensible si do. Cette difficulté de quinte à supprimer n'existe que pour l'enchaînement de la septième de dominante à l'état fondamental chiffré plus 7, avec la tonique à l'état fondamental chiffré 5. Avec le premier renversement de la septième de dominante noté 5 barré 6, la difficulté disparaît. En basse, si do est obligé, c'est la résolution de la sensible, c'est une basse donnée forcée dans ce cas-là. Pour le reste, on n'a qu'un mouvement forcé, c'est la descente de la septième, donc fa mi. Le ré a le choix de monter au mi ou de descendre à la tonique do. On préférera en général affirmer la tonique, et le sol se maintient sol. Donc le compositeur choisira soit de maintenir le sol au soprano, soit la descente ré do, soit la résolution de la septième à l'aigu, fa mi. Il existe d'autres solutions, le ré peut monter au mi surtout à l'aigu, et le ré du ténor pourrait monter au sol à titre exceptionnel. Il se retrouverait alors à l'unisson avec l'alto. Cette unisson serait harmoniquement protégée par le fait que ce sol existe déjà avant. Le ténor a donc le choix entre ré do, ré mi et ré sol. Mais sans aller chercher midi à 14 heures, on a là des positions tout à fait équilibrées. Voici une possibilité d'harmonie à quatre voix du début de la comptine traditionnelle à la Clairefontaine. Dans les chansons pour enfants, il faut privilégier les tons entiers, d'où l'utilisation des trois notes do, ré, mi si l'on est en do majeur, ou sol, la, si si l'on est en sol majeur. Au clair de la lune, par exemple, utilise au début ces mêmes triades de notes où il n'y a pas de demi-ton. Au soprano, on a les notes du thème musical, c'est comme un chant donné. L'alto chante un ré, qui est la quinte de la tonique. On est en sol majeur avec un dièse à la clé, donc la quinte c'est ré, sol, la, si, do, ré, 1, 2, 3, 4, 5. Ce ré se maintient et devient la tonique de la dominante. Il passe au mi dans une modulation en mi mineur. Cette modulation n'est pas obligatoire, on pouvait également revenir au sol majeur. J'ai simplement suivi les recommandations de la partition présentée précédemment. Comme il y a deux notes principales de chant, sol et si, l'harmonie sera sol majeur avec un ré en basse, ou mi mineur avec un mi en basse. Ce mi mineur a simplement pour fonction de ne pas réutiliser le sol majeur. Et ça tombe très bien puisqu'il va ensuite au fa dièse, qui est la sensible, dans le cadre d'un ré majeur, avant d'arriver à la tonique sol, résolution de la sensible. Donc la ligne de l'alto est simple et cohérente. Ré, mi, fa, sol. La basse, quant à elle, ne fait que suivre l'harmonie classique. Sol pour asseoir le sol majeur. Changement d'état avec ré, quinte à la basse, quarté sixte. Ce ré se maintient pour le ré majeur. Notez qu'on a harmonisé avec un ré majeur et non un ré septième, comme préconisé dans la partition.
parce qu'un Do qui est la septième du Ré par définition, qui aurait été écrite à l'alto, devrait descendre aussi, résolution de la septième, ce qui aurait provoqué une doublure pénible avec le soprano. Et la montée au Mi provoquerait une octave directe avec la basse. Pour éviter ces problèmes, on écrit un Ré majeur et non un Ré septième. Le mouvement conjoint Ré-Mi rend l'effet d'octave acceptable. Retour au Sol majeur, on a donc une basse on ne peut plus classique, Sol, Ré, Ré, Sol. Passage en Mi mineur, donc Mi à la basse. Changement d'état, accord de sixte, tierce à la basse. Puis cette fois-ci un Ré septième, le Do du ténor descend aussi, résolution de la septième, pendant que la sensible Fa dièse monte au Sol à l'alto. La septième de dominante se trouve à l'état fondamental, notation plus 7, déjà rencontrée. Comme la quinte La, Ré, Mi, Fa, Sol, La, 1, 2, 3, 4, 5 se trouve dans le chant donné, la quinte de la tonique est sacrifiée. Le Sol majeur final est privé de son Ré, Sol, La, Si, Do, Ré, 1, 2, 3, 4, 5, sa quinte, Sol, Si, Sol, Si. C'est une des aberrations de l'écriture à quatre voix, comme on l'a vu, dans l'enchaînement plus 7, 5. On a fait ce qu'on a pu pour la ligne du ténor qui doit compléter l'harmonie. On a essayé de sauver la mélodie interne par un Mi ici, qui se trouve être à l'unisson avec l'alto, avant de passer à la septième du Ré septième et sa résolution. Si, Fa, Sol, Si, Mi, Do, Si. Le Si du début complète le Sol majeur, Fa dièse pour le Ré majeur. Ici nous avons un échange avec le soprano, Si, Sol, Sol, Si, tout à fait ordinaire. La montée aussi a pour but de contourner la quinte directe avec la basse Mi, Mi, Si, puis Mi mineur, septième du Ré et résolution. Je me remets à votre génie musical pour améliorer cette prime tentative. Donc vous voyez que ce qu'on appelle harmonie dans les études musicales est en réalité une harmonie à quatre voix humaines, basse, ténor, alto, soprano, avec une grande restriction de tessiture, une octave et demie à peu près pour chaque voix, ce qui n'a rien à voir avec l'harmonie en tant qu'enchaînement des accords. Aucun musicien de jazz, aucun compositeur de chansons ne se pose la question de l'harmonie en tant qu'écriture à quatre voix. L'exercice est d'ailleurs à peine pertinent, il faut bien le reconnaître. Il relève plus d'un certain snobisme de culture générale pour briller dans les salons que de la musique à proprement parler. C'est une pratique très restrictive où l'on est en quelque sorte pieds et poings liés. Il est peu probable qu'elle soit utile au compositeur, sauf encore une fois à l'occasion de l'écriture d'un quatuor vocal classique strict. En principe, les musiciens n'apprennent pas l'harmonie en ce sens, parce qu'étant perpétuellement en contact avec les partitions, ils finissent par en avoir une idée intuitive suffisante. Dans son Harmonie Lehre, son traité d'harmonie ou sa théorie de l'harmonie selon les traductions en français, Schoenberg dit clairement, au début de son livre, Ich selbst habe nie Harmonielehre gelernt. Je n'ai moi-même jamais étudié l'harmonie. Les musiciens jouent d'abord en instrumentistes et sont en contact permanent avec les œuvres. Johann Sebastian Bach a appris sur le tas en recopiant les partitions. On sait que Wagner a recopié la partition de la 9e symphonie de Ludwig van. Amadé Mozart a composé très jeune, épaulé par son père Léopold. Chopin avait pour maître préféré Johann Sebastian Bach, dont il étudiait le détail du clavier bien tempéré, ce qui fait que l'harmonie s'étudie plutôt par l'analyse approfondie des morceaux. Les critères de l'esthétique ont d'ailleurs évolué à travers les siècles, alors que l'harmonie à quatre voix se présente comme un pensum qui soulève plus de mathématiques combinatoires que de musique. Les compositeurs tiennent-ils compte d'ailleurs des recommandations enseignées dans ces études? On peut se poser la question. Je montrais au début de cette vidéo une réalisation à quatre voix. C'est une présentation en la mineur des premiers accords du deuxième mouvement du quatuor à cordes de Schubert. La jeune fille et la mort, Der Tod und das Mädchen. Les Français ont inversé les termes en mettant jeune fille en premier.
Der Tod und das Mädchen, littéralement la mort et la fille. Ce quatuor à cordes est en ré mineur, mais le deuxième mouvement est en sol mineur, avec deux bémols à la clé. Si l'on se place du point de vue d'un professeur d'harmonie sévère, on est obligé de déplorer une mauvaise résolution de l'accord de quartet sixte, dans le passage du deuxième au troisième accord. On a au début un accord de sol mineur, sol, si, ré, sol, puis un do mineur, c'est une quartet sixte du quatrième degré, sol, la, si, do, 1, 2, 3, 4. C'est une quartet sixte car on a la quinte à la basse, c'est-à-dire un sol, do, ré, mi, fa, sol, 1, 2, 3, 4, 5. En principe, la quartet sixte ne peut pas évoluer de cette manière, mais ce qu'a voulu faire Schubert, c'est une sorte de courte pédale à l'aigu et au grave par un sol, et un chant intermédiaire entier au violon 2 et à l'alto. Il faudrait donc énoncer là une exception et dire par exemple que c'est une quartet sixte de Schubert, comme on parle parfois des quintes de Mozart. On peut multiplier les exemples de ce genre, prenons le 23e concerto de Mozart, ça commence par un quatuor à cordes. Un professeur pointilleux serait dans l'obligation de noter des parallélismes déconseillés en harmonie classique à la seconde mesure, ré, fa, ré, si au violon 1, et les mêmes notes à l'octave inférieure à l'alto, ré, fa, ré, si. L'alto, qui est un grand violon à la quinte inférieure du violon, se note en clé de troisième ligne, donc la note au-dessus de la ligne du do est un ré. C'est celui qui se trouve collé sous la clé de sol, c'est le ré 3 à l'octave inférieure par rapport au ré 4. Le fait qu'il y ait un léger décalage entre le violon et l'alto ne supprime pas les octaves successives, mais Mozart n'a pas voulu altérer l'unité tonale de son accompagnement en cherchant des lignes sous-jacentes différentes. Bien entendu, on pourra rétorquer comme précédemment que ce n'est pas un quatuor vocal, c'est un quatuor à cordes, avec plus de 3 octaves de tessiture pour chacun des instruments. Je me propose juste de montrer la grande difficulté sur le terrain de la création qu'il y a à respecter toutes les règles édictées par l'harmonie rigoureuse. Les plus grands maîtres ont parfois du mal à respecter les règles qu'ils énoncent. Dans le traité d'harmonie de Rimsky-Korsakov, on trouve des modèles pour illustrer une règle d'harmonie particulière. Regardons de plus près le devoir numéro 4, on s'aperçoit qu'il y a des octaves successives qui sont déconseillées. Si, la au soprano, et si, la au ténor. Le la du ténor dure une ronde et sera donc en effet d'octave avec le soprano. Plus loin dans le devoir numéro 31, un œil attentif décèle des quintes successives. Ré, do au soprano et sol, fa au ténor. Le décalage ne supprime pas l'effet de quinte, ni la note intermédiaire. Vous voyez que c'est une pratique épineuse aux multiples pièges. Dans ces considérations inactuelles, ou considérations intempestives suivant les traductions Unzeitgemäße Betrachtungen, au paragraphe 6 de la troisième partie, Schopenhauer éducateur, Nietzsche compare le savant et le génie. Le savant est, de par son essence, infécond. C'est une conséquence de sa genèse. Il éprouve donc une certaine haine naturelle envers l'homme fécond. Voilà pourquoi les génies et les savants se sont de tout temps affrontés. Le professeur d'harmonie est un savant. Il maîtrise sur le bout des doigts les astuces de tous les passages d'un degré à un autre. Il sait contourner les obstacles, mais il ne compose pas, ou très peu. Toutes ces règles sont comme autant de chaînes à sa propre inventivité, et l'enchaîné cherche instinctivement à enchaîner les autres. Johann Sebastian Bach n'explique pas la fugue dans l'art de la fugue. Die Kunst der Fuge. Il crée la fugue sans rien expliquer, à partir d'un thème qu'il pourra présenter sous plusieurs facettes. On aurait certes préféré qu'il n'en compose qu'une seule et nous commente le note à note de sa création, mais il est très difficile de théoriser son intuition, sans compter que ça l'aurait éloigné de la musique.
comme nous avons été quasiment privés d'elle par toutes ces explications théoriques. Je voulais juste mettre le pied à l'étrier à ceux qui voudraient se lancer dans ces études particulières et ardues. Je termine par un morceau de guitare classique qu'on va suivre note à note pour progresser en solfège. Je vais essayer de jouer ma propre guitare et honorer ainsi les recommandations du magnifique dessin animé japonais, intitulé en anglais Piano Forest, où le professeur de piano incite son élève à envisager une interprétation plus personnelle. Arrête-toi. Hein? Tu m'imites de mieux en mieux. Ouais, hein. Et ça te plaît d'imiter les autres? Quand j'y arrive, ouais. Rends-moi la cassette que je t'ai donnée. Tu ne dois plus jamais l'écouter. Mais la cassette! Écoute-moi bien. Tu dois jouer ton propre piano et pas te contenter d'imiter quelqu'un d'autre. Il faut que tu trouves ta propre interprétation de cette sonate. T'approprier la Köchel 310. Sinon, Mozart va revenir d'entre les morts et reprendre sa partition. Mais c'est quoi ça, mon propre piano? Si tu ne peux pas jouer ton propre piano, rends-moi tout de suite ma partition. Ouah, t'es un rapide, toi! Eh, Je vous propose la lourde de la troisième partita BWV 1006 pour violon seul de Johann Sebastian Bach, jouée telle quelle en guitare classique sans transcription. Johann Sebastian a transcrit lui-même cette partita pour luth. C'est la quatrième suite pour luth, numérotée BWV 1006A. On ajoute un petit A pour différencier la suite pour luth de la partita pour violon seul BWV 1006 tout court. Pour ma part, je préfère souvent m'en tenir à l'original pour violon, même si certaines transcriptions sont guitaristiquement excellentes. Une loure est un instrument à vent normand de la famille des cornemuses. Ce mot féminin donne également son nom à la danse paysanne associée, proche d'une giglante au rythme 6-8, ici 6-4 pour mieux délayer le thème en noir. Je ne joue pas les reprises pour éviter les longueurs.